Or, cette solution, elle est aujourd'hui activement contrecarrée par le gouvernement israélien et par l'administration américaine. Le plan Trump Riviera en Gaza a servi de diversion utile, plan tout à fait farfelu, qui envisage, comme vous le savez, la reconstruction d'un Gaza débarrassé de ses habitants, démilitarisé, mais sans souveraineté réelle, qui constitue donc une impasse à la fois morale et politique. Il est, ce plan, d'autant plus utopique qu'il ne répond à aucune des revendications des Palestiniens. Il est dangereux car il légitime le fait accompli et enterre la perspective d'un État et le droit d'une population à s'autodéterminer. Et il est illégal également par le déplacement forcé de populations entières. Dans ce contexte, il y a deux questions, à mon sens, qui se posent. D'abord, la question de la reconnaissance de l'État palestinien, et le président de la République, sur place, et je salue cette visite, auprès du maréchal El-Sisi, du président égyptien, avec le roi de Jordanie, a pu mesurer, en s'approchant de la région de Gaza, à quel point le désastre humanitaire était important et à quel point, aujourd'hui, la véritable raison de ce désastre, c'est l'engrenage de la violence. Et la seule issue pour empêcher cet engrenage de la violence, eh bien, c'est de transformer cette violence en perspective politique. Et la seule perspective politique qu'on connaisse dans cette région, c'est la reconnaissance de l'État palestinien, qui réaffirmerait les droits du peuple palestinien à l'autodétermination, qui redonnerait une légitimité politique à l'autorité palestinienne et qui ouvrirait la voie ou qui suivrait une conférence internationale. Vous savez que cette conférence, elle est fixée pour le mois de juin dans le cadre de l'ONU. Il y a donc aujourd'hui une perspective qui est ouverte, qui est malheureusement encore lointaine, mais qui est ouverte pour le mois de juin dans une conférence copilotée par l'Arabie saoudite et la France. En attendant, nous ne sommes pas sans capacité d'agir, et là aussi, comme pour chaque crise, nous devons être capables de nous mobiliser avec fermeté, et nous savons tous que nous disposons d'outils dans le cadre européen pour remettre les choses d'aplomb, qu'il s'agisse des leviers en matière de coopération comme l'accord d'association Union européenne-Israël ou qu'il s'agisse de mesures spécifiques face à l'intensification de la politique de colonisation en Cisjordanie. J'ai été déjà trop long, Monsieur le Président, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour cette première intervention qui balaye un grand nombre de sujets. Beaucoup de questions que j'aurais à vous poser, mais vu le nombre d'inscrits, je vais m'en tenir à donner la parole de façon à ce que chacun puisse s'exprimer. Vous allez voir une grande diversité, bien évidemment, de questions, de problématiques qui vont être abordées. Le premier à intervenir pour la gauche démocrate et républicaine est M. Riemann. Monsieur le député, c'est à vous. Ensuite, M. Sébastien Chenu et Mme Marie-Ange Rousselot se préparent. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous soutenez à juste titre que partout des formes impériales ressurgissent, qu'elles soient politiques, économiques, technologiques ou culturelles. Plusieurs grandes puissances ont en effet renoué depuis le début du XXe siècle avec une politique impérialiste. L'exemple le plus frappant est bien sûr celui de la Russie qui a lancé une invasion totale sur l'Ukraine en 2022, même si la Chine, la Turquie et bien sûr les États-Unis ne sont pas en reste. Le retour de ces postures impérialistes menace bien sûr la stabilité internationale et la négation de la souveraineté des États visés fait craindre la multiplication des conflits. Dans le même temps, la crise démocratique et politique gagne du terrain dans plusieurs pays, tandis que la gestion des finances publiques risque d'exacerber les tensions sociales déjà existantes.